je vois. Bon, Je la vois, ouais. donc, on va commencer en attendant que tout le monde nous rejoigne. De toute façon, c'est des grands classiques, des choses que vous connaissez par cœur. On va parler un peu de matériel d'arthroscopie. D'accord. Alors, comment ça passe? Voilà, donc, la colonne d'arthroscopie, finalement, c'est hyper simple, mais enfin, il y a quand même tout ça. Une caméra, un optique pour rentrer dans l'articulation, un écran, une source de lumière froide, du liquide, qui est désormais du sérum, mais autrefois, on a utilisé du gaz ou du glycocol, donc des solutions différentes que le sérum. Une console avec un moteur, une électrocoagulation de temps en temps, et puis un système de capture d'écran quand il veut bien marcher. Alors, on va reprendre un peu tout ça dans l'ordre. Vous voyez ici en rouge, j'ai regroupé tout ce qui correspondait au visuel. Donc, ça, c'est quand même une partie importante de la colonne. Ici, vous avez la photo de notre colonne. Donc, en périphérie de cette caméra qui enregistre via la tête de caméra, qui transmet le signal par des câbles vers l'écran et l'éventuel enregistreur. On a… vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Ouais, parce que j'ai un message qui dit que je suis déconnecté. Attendez, tac. Ouais, c'est bon. On a un système qui permet d'apporter, on va revenir là, qui permet d'apporter l'irrigation, éventuellement avec une pompe si on veut mettre un peu de pression. Une source électrique moteur qui permet de faire marcher un moteur pour percer et un shaver, la source de lumière froide et donc le système d'électrocoagulation. Donc tout ça, il y a différents éléments dans la colonne qui correspondent chacun à une des fonctions dédiées et chacun a son mode propre de fonctionnement qu'il faut savoir s'attribuer. Alors ce qui est un peu confusionnel, c'est joli, mais c'est que toutes les consoles se ressemblent un peu et que parfois c'est un peu difficile de faire la différence entre les uns et les autres, donc c'est important d'être familiarisé par les différents écrans. Il y a aussi le côté obscur de la force, qui est l'arrière de la colonne. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de connexions. Si je vous le montre, c'est pour vous dire que normalement, il faut essayer de ne pas trop y toucher parce que d'une part, les connexions ne sont pas si évidentes que ça. Il n'y a pas un câble dans chaque trou. Et en plus, ce que j'ai appris récemment en faisant ce truc, en préparant, c'est que les colonnes ne sont pas toutes connectées pareil d'une salle à l'autre. Donc, il y a des différences d'une salle à l'autre. Donc, voilà, ce n'est pas forcément aussi simple qu'il pourrait y paraître. Alors, pour ce qui est de l'optique, c'est quelque chose qu'on connaît. Pour voir dans une articulation, il faut y mettre un œil, donc ça, c'est la caméra, et il faut y mettre de la lumière puisqu'il fait nuit. Donc, pour ça, on apporte une fibre qu'on appelle la fibre optique, qui en arthroscopie classique a une orientation à 30 degrés par rapport à l'axe de l'instrument. Et puis, c'est introduit dans un trocar qui permet, lui, d'apporter en plus du liquide pour créer de l'espace et avoir une vision et de la lumière pour pouvoir éclairer tout ça. Donc, on utilise une lumière froide tout simplement parce que c'est la nuance de lumière qui veut ce nom-là. Pas que la lumière soit froide, il faut faire attention. Cette lumière-là, elle est capable de brûler. Vous le savez tous, si on met le câble au contact des champs, voire de la peau, on peut avoir une brûlure si le contact se prolonge. Donc, c'est une lumière froide qui chauffe. C'est la couleur de la lumière qui lui donne son nom. On l'utilise parce qu'en fait, elle permet d'avoir une plus grande visibilité, et en particulier dans les espaces où la clarté est requise, donc un endroit tout noir où on veut bien voir les contrastes, la lumière froide s'adapte bien avec une prédominance des couleurs plutôt autour du bleu, même si on fait ce qu'on appelle la balance des blancs. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'apporter la lumière dans les endroits obscurs pour pouvoir voir de magnifiques choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Alors, la source de lumière, elle est extérieure au corps, donc il faut l'apporter dans l'articulation. Et pour ça, on utilise une technologie qui était révolutionnaire quand on a inventé l'arthroscopie, mais qui maintenant est partout, c'est la fibre optique qui permet donc de transmettre ce signal lumineux. Il faut faire quand même attention à ces fibres parce que c'est comme pour les fibres à la maison. Si ça se courbe, ça se casse et donc là, ça ne fonctionne plus. Si c'est pincé, ça ne fonctionne pas bien non plus. Et si le fil est en bon état, c'est là que ça a son meilleur rendement. Alors, il y a plusieurs fibres dans un câble, mais plus on va l'endommager, plus on va le tordre, plus on va casser ces fibres-là. Et c'est ça qui fait la durée de vie du matériel. C'est pour ça aussi qu'on roule les câbles pour éviter de casser. Pour mémoire, pour ceux qui connaissent un peu moins bien, il y a des petits adaptateurs là, et il ne faut pas les perdre parce que sinon ça ne s'adapte pas bien. Et il y a un côté qui est dédié à la source et un côté qui est dédié au côté chirurgical pour se brancher sur la caméra. Donc la tête de caméra, ça c'est très important parce que c'est ça qui apporte Oui, ça se voit. l'image.
Donc, la tête de caméra, on la protège beaucoup. On a des systèmes pour les bloquer sur la colonne. Elle se déclipse pour ne pas l'abîmer avec ce système de bague. On s'assure ici que c'est toujours propre et sans buée si possible. Et on appelle ça tête de caméra parce qu'en dehors de la caméra, il y a aussi la possibilité de faire un certain nombre de choses que vous ne voyez pas forcément, mais sur la caméra, on peut prendre des photos, des films, régler la lumière, l'intensité, régler les blancs. Et en fait, avec ces 4 boutons, on a un certain nombre de combinaisons qu'on peut établir et qui permettent de commander la caméra un peu à distance, qui vous évite d'avoir à faire tout sur la colonne quand vous êtes penseuse circulante. Donc voilà, l'ergonomie, c'est fait pour que ça tienne dans la main. Là, vous avez la caméra une fois toute branchée, donc avec son câble de lumière froide, l'eau d'irrigation, et puis ici, la lumière allumée, on voit que ça apporte une lumière très intense au bout de la caméra. Pour l'irrigation, il y a 2 façons de faire. Soit on se met au sac et on utilise de la pesanteur, c'est ce qu'on fait dans la majorité des articulations qui ne saignent pas trop. Donc notamment le genou, la cheville, le coude, je crois. Voilà, pour l'épaule, c'est un peu plus discutable parce que parfois, il faut avoir un peu plus de pression. Donc, je vous fais l'injure de vous montrer le système de branchement, une partie non stérile, une partie stérile qui vient se connecter sur le mandin, qui va permettre d'apporter le liquide en intra-articulaire. Chez nous, on a des systèmes simples canules. Donc, c'est vraiment le système le plus rudimentaire, mais plus c'est rudimentaire, plus c'est simple, moins ça s'abîme. Et en fait, c'est bien utilisé, assez efficace. On a la possibilité donc d'utiliser un système de cassette d'irrigation. Donc là, il y a un branchement à faire sur l'arthropompe, la machine qui va envoyer le liquide sous pression. Donc vous voyez, le branchement est très simple à faire. Il y a des codes couleurs et puis après, on se branche au sac de façon classique. Il y a quelques petits réglages sur la machine, mais comme vous le voyez, les réglages sont au nom des chirurgiens. Donc, on clique le nom du chirurgien et on clique l'épaule, l'articulation, si jamais ils font plusieurs articulations, et vous avez des pré-réglages qui sont établis. Donc ça, les dernières colonnes Striker, elles sont quand même assez sympathiques parce qu'elles permettent de personnaliser un peu les utilisations et de ne pas avoir à changer les réglages à chaque fois. Pour ce qui est du moteur, rien que de très classique. Je vous rappelle juste que voilà, il y a ici un petit détrompeur qu'il faut absolument respecter. Sinon, on abîme les fiches de connectique et c'est pour ça que les moteurs, au bout d'un moment, se mettent à plus trop fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien respecter. Pour le shaver rézecteur, donc ça permet le shaver d'avoir un petit couteau qui tourne. Donc on peut avoir différentes formes au bout des instruments pour les gestes qu'on fait sur le cartilage, sur le os, sur la synoviale. Et puis on a aussi des systèmes de fraises, ça vous le savez et vous avez l'habitude. Pareil, on se connecte au moteur. Certains utilisent le système de pédale ou la commande manuelle directement sur le moteur pour commander l'appareil. Pour la connexion, il ne faut pas oublier de mettre un système d'aspiration parce qu'un shaver, même si on n'aspire pas tout le temps, s'il n'y a pas d'aspiration, ça n'aspire pas les tissus et ça ne les attrape pas dans le moteur. Donc, c'est très important de bien brancher. C'est une erreur classique de non-fonctionnement du shaver, d'avoir un shaver non branché au mur ou bouché. Pour ce qui est de la connexion, pareil, il faut faire un petit peu attention à la façon dont on connecte et bien attraper les connecteurs, éviter de tirer sur les câbles comme ça, sinon ils s'abîment très vite. Et c'est du matériel qui vaut assez cher. Pour l'électrocoagulation, il y a des systèmes dédiés qu'on utilise assez peu à la clinique. Et puis sinon, il y a des systèmes qui se rejoignent au bistouri électrique, qui sont stockés dans les bas des colonnes. Donc ça, vous avez l'habitude de ne pas oublier de mettre la plaque. C'est comme un bistouri électrique classique. Sur les systèmes de vapeur, c'est un peu plus élaboré. En fait, il n'y a pas besoin de plaque puisque les 2 électrodes sont au contact de la partie distale de l'électrode. Voilà, donc la résolution des problèmes, on va dire nombreux, c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. Pensez aux choses simples. Souvent, ça ne marche pas pour un truc tout bête. On a oublié de brancher un truc, pas très compliqué. Ne pas paniquer. Ça, les chirurgiens ont l'habitude de vous mettre la pression, mais en pratique, quand on commence à aller dans tous les sens, c'est souvent qu'on n'y arrive pas. Donc, soit on règle un problème simple, soit on dit il y a un problème et on prend le temps de le résoudre. De toute façon, le chirurgien ne peut pas commencer sans arthroscopie. Il ne faut pas se jeter sur les branchements derrière. C'est un réflexe qu'on a assez souvent et malheureusement, ça fait qu'on a assez régulièrement des soucis de connexion en arrière. C'est aussi pour ça qu'on a fermé les armoires derrière, mais en fait, on arrive quand même à passer les doigts, donc on continue à débrancher. Ouais, et puis, si on a vraiment des difficultés, vous en parlez aux chirurgiens qui, en général, connaissent assez bien les colonnes, pas tous, mais voilà, s'ils peuvent vous donner un coup de main, ils vous donneront un coup de main. Et puis, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui connaissent bien ça, donc pas hésiter à demander un petit coup de main.
Et puis, on a, en cas de gros soucis, théoriquement, c'est peut-être un peu moins vrai avec la salle neuve, théoriquement, une colonne de ressources qui ne permet pas de tout faire, mais qui permet au moins d'apporter de la lumière, un shaver, pour finir une intervention si jamais la colonne est vraiment en rade. Voilà, j'ai quelques petites astuces. Bien sûr, la mise en route matinale, hein, pas oublier d'allumer à tous les étages. Donc, il y a un bouton d'allumage global, mais bien vérifier que tout a été allumé. Le lancer un peu à l'avance parce que l'ordinateur, notamment de capture d'écran, et la colonne centrale mettent un peu de temps à s'allumer. Bien assurer tous les branchements, vérifier que tout est branché de la bonne façon. Il y a des détrompeurs avec de la lumière, donc en fait, quand ça s'allume, ça veut dire que c'est bien branché. Et puis, il y a une petite chose qui est variable entre toutes les salles et la salle 7 et 8, c'est qu'il y a des salles où c'est réglé en HDMI et d'autres qui sont réglées en DVI. Donc, ça, c'est marqué sur les petites plaquettes qui sont à l'intérieur. Donc, essayez de ne pas toucher à ce réglage-là parce que ça, c'est effectivement un truc qui est variable d'une salle à l'autre. Ouais, il y a quelques fiches assistance dedans. Ça paraît très clair pour les gens qui les ont fait. Pour les avoir lus, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait aussi clair que ça. Alors, on va prendre un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand l'image est affectée? Alors, par exemple, quand c'est sombre, quand c'est sombre, c'est en général que ça manque de lumière. Hein, donc, il faut vérifier que la lumière est bien allumée. Que le câble, la deuxième chose, le câble n'est pas endommagé. Donc, si vous voyez un câble qui est tout tordu, il ne faut pas hésiter à changer le câble en premier. Et puis, il peut y avoir une source de lumière froide inopérante. Il y a des lampes de secours dedans, mais de temps en temps, elles ne sont pas très fortes et on ne voit pas grand-chose si le câble est un peu abîmé. Voilà, la caméra, vous savez, ses aspects assez classiques, c'est facile à comprendre. Hein, il y a un verre au bout, enfin une lentille. Donc, il peut y avoir une lentille optique cassée. Donc, en général, on voit ça. Ça veut dire qu'il y a un chirurgien de la cheville qui est passé juste avant, donc qui a cassé la caméra. Vous avez, c'est pas vrai ce que je dis bien sûr, vous pouvez avoir de la buée entre la caméra, donc à l'intérieur du sachet, et l'optique. Donc ça, souvent sur des interventions qui durent un peu ou de l'eau qui coule à l'intérieur de la chemise. Il peut y avoir une rayure, comme sur la glace, comme ça, évidemment, on ne voit plus rien, c'est plus translucide. Et puis, on peut avoir une lentille décollée qui donne un peu cet aspect-là de verre, on ne sait pas trop, dépoli, c'est un peu hamiltonien. Et en fait, quand on a l'habitude, souvent, on arrive à identifier la panne avec l'aspect de ce qu'on voit. On ne voit rien, mais on voit pourquoi on ne voit rien. Voilà, et puis le dernier truc, c'est signaler les défauts, c'est hyper important parce que ça ne va pas se réparer en passant à la stérilisation. Donc, s'il y a un problème, il faut bien repérer les éléments qui sont altérés. Parfois, il y a besoin de reconnecter la caméra après l'intervention, celle qui n'a pas marché, pour voir quel élément qui ne fonctionnait pas. Bien sûr, il faut prendre soin du matériel, ça coûte cher. Aujourd'hui, on n'a plus trop l'habitude de se dire que c'est une denrée rare, mais rappelez-vous, quand on a commencé l'arthroscopie, ceux qui connaissent, on avait une ou deux fibres optiques par bloc. Donc, si on avait un souci, l'opération n'avait pas lieu. Donc, c'est quand même, pas parce qu'on en a beaucoup qu'il faut les abîmer. Et puis, essayer de se former. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas facile, mais pas hésiter à essayer de temps en temps de se mettre à jour. Alors, on a la chance, nous, d'avoir un parc homogène, avoir toutes les mêmes caméras et de rester sur la même marque. Donc, c'est des évolutions plus que des révolutions. Et c'est vrai que même si ça paraît un peu complexe, c'est quand même globalement assez simple à utiliser, à condition qu'on prenne un peu le temps de comprendre. Vous m'entendez toujours? Personne dort? Oui, oui. Bon, j'ai fait un petit quiz, mais je ne l'ai pas mis en ligne, mais vous allez voir, c'est assez facile. Alors, la colonne d'arthroscopie, un bouton et tout s'allume, un bouton et tout se branche. Ça, ce serait vachement bien. Un problème et tout s'arrête. Et 1 minute de réflexion et tout repart. Bon, il n'y aura pas de réponse, mais vous voyez à l'évidence qu'un bouton et tout s'allume. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même un bouton de connexion générale sur la colonne, donc il faut qu'il soit allumé. Donc ça, il est à éteindre aussi en fin de journée. Ça, c'est bien fait. On n'a pas ce souci-là. La clinique, elles sont bien gérées, les cliniques. Un bouton et tout se branche, non, c'est pas du Wi-Fi, il y a plein de câbles à brancher, donc ça s'apprend. Un problème et tout s'arrête, ça c'est vrai. Et puis 1 minute de réflexion et tout repart. C'est vrai, il y a des trucs, il y a des spécialistes, donc il y a des noms pour ça. Faire une Nathalie, ça veut dire oublier de brancher l'aspiration. Voilà, il y en a qui font la lumière froide. Il y a des spécialistes de tout. Donc, on vous remercie pour la grande imagination dont vous faites part. C'est assez rigolo de gérer ça au bloc. Après, pour la colonne arthroscopie, ça c'est plus des réflexions personnelles, puisqu'on en parle aujourd'hui. C'est je maîtrise, zéro souci. Qui a caché le diable là-dedans?
j'aimerais bien avoir une formation. Donc ça, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on essaiera d'organiser quelque chose. Et zut, je vais mouiller mes chaussettes. Ça, c'est l'enfer d'aller au bloc, de savoir qu'on va finir les pieds mouillés. C'est quand même pas très sympa. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet arthroscopie? Bon, c'est bon, j'ai assommé tout le monde. Impeccable. Nicolas, qu'est-ce que tu attends comme progrès dans les colonnes d'arthroscopie dans les années à venir? Parce qu'on a tous l'impression que ces colonnes n'ont pas énormément évolué. Il y a un certain nombre de choses qui ont évolué en qualité d'image, en enregistrement de vidéos, mais finalement, le système reste un peu le même qu'il y a 20 ans. Donc, toi, à titre personnel, comment tu vois l'évolution de tout ça? On a gagné assez fort en robustesse, donc ça, c'est quand même un progrès. En chirurgie, la robustesse, c'est un progrès, même si des fois, on est un peu attristé de voir que si on fouille un peu le matériel qu'on nous vend, il n'est pas. Enfin, si vous aviez dans votre salon la télé qu'on a au bloc opératoire, vous ne seriez pas très content après le vendeur de Darty, parce qu'on nous vend des systèmes 4K, mais en gros, il n'y a pas grand-chose de 4K là-dedans. Il y a la caméra qui est 4K, mais souvent, les écrans, ils ne sont pas 4K. Voilà, l'avantage Striker, c'est qu'il est assez homogène quand même et assez robuste. Donc, voilà, c'est pas le pire, c'est pas le plus technologique, mais c'est pas le pire. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? La 3D, par exemple, qu'est-ce que tu Ouais, si on se projette, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait de l'arthroscopie en 2 plans et on va arriver sur des écrans en 3 dimensions. Il y a plein de sociétés qui bossent là-dessus. Après, c'est toute la difficulté de la 3 dimensions. Il faut que ça reste une 3 dimensions partagée, parce que s'il n'y a que le chirurgien qui est en immersion, alors là, pour le coup, le travail des aides autour, ça va être l'enfer, quoi. Donc ça c'est pas possible. Bon, après, on le sait, hein, avec la robotique, ils arrivent à faire travailler les équipes avec eux. Mais bon, il y a des systèmes qui vont arriver. Et puis après, il va y avoir un couplage, parce que tu fais très bien sur les prothèses avec des scanners, mais ça, il va y avoir des recalages opératoire. Donc l'idée, ce sera de pouvoir voir à travers la peau. Donc on aura la vue arthroscopique et puis la vue osseuse. Donc par exemple, aujourd'hui, on fait des tunnels à travers l'os avec l'expérience, mais demain, on fera les tunnels dans l'os en voyant où est le tunnel, où il va et s'il croise par exemple un autre tunnel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont, on est vraiment au bord de ça. Et puis après, la robotique va faire qu'on aura des instruments guidés qui vont nous détromper, qui vont nous aider à aller au bon endroit avec une planification préopératoire qui pourra être respectée. Voilà, et même si ce n'est pas un problème très fréquent, on peut imaginer aussi que ça puisse nous avertir de l'approche d'un certain nombre de structures nobles comme les artères et les nerfs, parce que ça reste quand même une complication occasionnelle mais gravissime pour les patients. Donc, voilà, sur des chirurgies comme le LCP où on est très près de l'artère, ce serait intéressant de voir ça. Donc, moi, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué pendant longtemps et je pense que ça va bientôt évoluer parce qu'on sait qu'il y a plein de boîtes qui bossent là-dessus. Merci. C'est bon pour vous sur l'arthroscopie? Vous êtes des experts de l'arthroscopie. N'est-ce pas, Guillaume? Allez, on va parler un peu de greffe parce que la dernière fois, je vous ai fait faux bon. Donc, on va parler de greffe un peu en général. Alors, attendez, parce que je me suis encore fait un petit peu avoir par cette affaire-là. Donc, les greffes, en fait, j'ai réintitulé ça les biomatériaux pour réintroduire ça dans le contexte. Donc, biomatériaux, comme vous le savez, le bio, ça veut tout dire et rien dire. Donc, il y a du matériel qui est biologique, c'est-à-dire qui vient de la personne elle-même. Il y a du matériel qui est biomimétique, on essaye de mimer la biologie naturelle. Et puis, il y a des matériaux qui sont biocompatibles, comme les substituts, les ciments, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le corps sans qu'il y ait de rejet. Donc, tout ça, ça rentre dans une espèce de grande famille. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur les greffes. Donc, les types de greffes, il y a 3 types de greffes. Il y a les greffes vivantes, vascularisées, avec des cellules dedans, c'est ce qu'on va chercher. C'est les allogreffes de reins, de cœur, poumon, etc. Donc, en orthopédie, il n'y a pas d'indication à cette chirurgie-là, sauf les greffes fraîches ostéocartilagineuses. En France, c'est exceptionnel. Ce n'est pas totalement interdit d'en faire, mais en pratique, c'est quasiment impossible. Après, il y a l'allogreffe de tissu prélevé sur des donneurs vivants. Il faudra que je corrige parce qu'il y a pas mal de fautes, désolé. Alors, vivants, mais bientôt décédés. Hein, c'est des donneurs, on les prélève à cœur battant, on dit. Mais en fait, c'est des gens qui vont mourir et qu'on prépare et qu'on conserve dans le froid. C'est de la cryoconservation.
Et notamment sur l'os, on préserve sur un donneur décédé. Excusez-moi, j'ai des trucs qui apparaissent. Et puis, on va préparer le tissu, isoler par exemple un ligament ou un ménisque ou une partie de l'os, et on va le stocker dans une banque de tissus, un endroit où on conserve les tissus au froid et où on fait un gros travail de détection de transmission des maladies. On est en France, on a fait des transmissions de maladies avec des produits comme ça. Donc, on fait très attention. On a une réglementation qui est très stricte en France. Et puis, il y a les allogreffes de tissus préparés. Donc là, on récupère du tissu et puis on le vide des cellules. Le classique qu'on connaît bien à la clinique, c'est les têtes de banque qu'on prélève lors des prothèses totales de hanche et qu'on va réutiliser, par exemple, pour les reprises, les greffes, les ostéotomies, quand on a besoin de rajouter de l'os. Ça a été un vrai progrès parce que ça évite de faire un prélèvement sur de l'os ailleurs. Et c'est quand même pas mal pour les malades. Donc l'allogreffe, ça rentre, c'est très complexe, hein, mais il y a des principes relatifs au prélèvement et une organisation qui est très réglementée en France. Et donc ça, c'est un sujet à part entière. Voilà, si ça vous intéresse, c'est un beau sujet, mais on ne peut pas détailler ça en quelques minutes. Alors les greffes massives, je vais en parler vite fait. C'est très peu utilisé en France, hein, la greffe fraîche. Donc, une fois qu'on a déterminé le type, par exemple, on veut un condyle de telle forme pour pouvoir greffer un patient jeune qui a perdu une grosse partie de son os. Et ben, il y a des pays où les gens ont un beeper et puis quand il y a un donneur qui est compatible, on va faire l'intervention en urgence ou en semi-urgence. C'est des greffes qu'on peut conserver quelques heures, voire quelques jours au frigo. En France, on ne fait pas. Théoriquement, on pourrait le faire, mais en pratique, on ne le fait pas. Mais vous voyez que ça permet de greffer des zones extrêmement étendues. Ça a un condyle externe, hein, donc ça permet de faire des greffes que nous, on ne peut pas faire. Voilà. Indication assez exceptionnelle. Donc, les types de greffons, il y a l'autogreffe, hein, donc, qui vient d'un os à l'intérieur de notre corps. Habituellement, on va chercher sur les côtes, les ailes iliaques, poignets parfois, le genou, enfin, pour prélever dans plein d'endroits. L'exemple, c'est la mosaïque-plastie ostéocartilagineuse. Donc là, on prélève de l'os et le cartilage qui est dessus. L'allogreffe, c'est un os qui vient d'un donneur décédé, qui est un os qui a été nettoyé et stocké dans une banque de tissu. Donc ça, c'est d'utilisation fréquente. On ne fait pas trop de chirurgie tumorale, mais par exemple, la chirurgie tumorale, on conserve des os entiers. Voilà, la conservation, elle permet de dépister les maladies transmissibles et ça réduit aussi le risque d'infection avec le fait qu'on cryopréserve par rapport à la greffe fraîche. Et puis, c'est plus facile de l'avoir à disposition. Alors, les autogreffes, vous connaissez ça. Hein, le mieux, c'est de prendre juste à côté. Donc, la butée, c'est l'exemple super classique, que ce soit sur l'épaule, fréquent, sur la hanche, plus rare. On vient greffer un petit bout d'os au contact de l'os du patient. Et donc, c'est le meilleur os que vous puissiez avoir. Hein, c'est votre os à vous. La compatibilité biologique est complète. La vascularisation est souvent assurée. Et donc, c'est là qu'on a les taux de consolidation les plus élevés dans le temps le plus rapide. Donc, c'est vraiment la greffe la plus intéressante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques qui sont basées sur ce principe-là. La greffe osseuse, donc la transplantation de tissu osseux, elle va avoir deux objectifs. Soit reconstituer un stock osseux sur un os endommagé, par exemple, séquelles de fracture, ou si on a eu par exemple une comminution et qu'on a perdu beaucoup d'os, donc ça peut être utilisé en aigu quand on traite la fracture, ou en chronique si on a par exemple une seule arthrose et qu'on a un manque d'os et qu'il faut apporter une quantité importante d'os. Et puis ça peut favoriser aussi la reconstruction ou la croissance osseuse autour d'un dispositif implanté. Par exemple, sur une prothèse de genou qui a été implantée sur un os où il y avait des défects, où il y avait une fracture et ça manquait d'os. Donc, on vient greffer pour pouvoir assurer une stabilité structurelle à l'implant et puis, si possible, faire que l'os repousse au contact de la prothèse. Alors, je vous ai mis là l'exemple de la mosaïque-plastie encore, voilà, toujours un peu orienté par ce qu'on fait. Ouais, ça, c'est une technique assez jolie. Ceux qui ont déjà vu, en général, ils trouvent ça beau. Donc, c'est un trou dans l'os. Ici, vous voyez un trou dans le condyle. Hein, on voit ça fait une grosse carie dans l'os. On stabilise les berges et puis on n'est pas très bon pour venir recoller du cartilage sur l'os. Hein, la jonction se fait assez mal. Donc, en fait, on va prélever des unités ostéocartilagineuses, des espèces de carottes comme ça, et qu'on va venir disposer dans le foyer. Donc, vous voyez là, c'est multiples foyers, c'est des petites carottes. On faisait ça autrefois, on essaye de le faire moins maintenant parce que en fait, ça ne permet pas très bien de couvrir.
Mais maintenant, on fait plutôt des grosses carottes et vous voyez, même avec des systèmes de greffe hexagonale, alors qu'on n'utilise pas parce que ça coûte un peu cher. Mais là, on a des couvertures à 100% du cartilage et ça fait des très bonnes couvertures. Et ça, c'est des techniques qui sont anciennes et qui ont des indications rares, mais qui donnent des très bons résultats. Les allogreffes osseuses préparées, voilà, les indications sont variables. J'en parlais tout à l'heure. On fait des comblements, notamment à partir des têtes fémorales. Elles sont cryo-conservées et viro-inactivées avec des systèmes de stérilisation qui permettent d'éliminer les virus. Là, ça sert à reconstruire les pertes de substances osseuses. Je pense qu'on vous parlerez des techniques de prothèse de hanche et de genou. On vous en parlera parce que c'est quand même assez fréquent. Il faut savoir que tout ça est supporté par la banque de tissus. Il y en a quelques-unes en France. Il y en a une qui est un peu rare, qui est la Banque d'Auvergne. J'en parle parce que d'abord, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait une banque à Clermont-Ferrand, mais c'est probablement une des meilleures banques de France. C'est géré par une association. Les chirurgiens qui y sont, ils sont bénévoles, ils sont responsables, ils ne font pas n'importe quoi. Ils prélèvent et ils utilisent, mais ils sont sympas parce qu'ils nous en donnent aussi, même si on ne prélève pas. Ils assurent la collecte, la sécurisation, la conservation. Ils valident les greffes, être sûr qu'elles sont de la bonne taille et pas contaminées par des virus ou des bactéries. Et ils les distribuent, c'est-à-dire qu'ils viennent nous les déposer à la clinique. Celle-là, c'est la seule banque en France qui propose à tous les chirurgiens de France l'ensemble des tissus de l'appareil locomoteur. Donc, j'en parle parce que c'est vraiment une belle banque et c'est des gens à qui il est très sympathique de travailler. Sinon, c'est l'EFS qui gère ça, c'est l'Établissement français du sang qui, historiquement, a réussi à récupérer ça. Bon, malheureusement, ils ne sont pas forcément très intéressés par des banques parce qu'ils font du multitissu. Et en termes de volume, l'os, le cartilage, le ménisque et les ligaments, ce n'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Alors, il y a quelques banques qui s'y intéressent beaucoup, mais on a pas mal de problèmes à obtenir ces tissus à Bordeaux, en fait. Voilà, les substituts osseux, alors ça, j'en parle juste pour que vous ayez en tête la différence avec une greffe. Il n'y a pas de définition vraie du substitut, mais en fait, c'est quelque chose qui ressemble, c'est un biomatériau qui est d'origine humaine, animale, végétale ou synthétique et qui va mimer la structure de l'os pour essayer d'obtenir une repousse, une reconstitution du stock osseux. Il y a différentes formes, il y a des pattes, il y a des coins, il y a des granules. Vous connaissez tout ça parce que vous avez sûrement vu passer ça de temps en temps. Je ne sais pas si on a encore un tout petit peu de temps, à peine. Je vais passer vite fait sur l'exemple pas facile de la greffe de cartilage, juste pour vous montrer des choses que vous voyez tous les jours et essayer de peut-être structurer ça dans votre tête. Vous savez que le cartilage, c'est un tissu qui peut être atteint sur différentes profondeurs et on fait des gestes cartilagineux quand c'est des lésions profondes qui atteignent l'os. Avant, souvent, c'est des lésions qu'on respecte. Le problème du cartilage, c'est qu'il n'y a pas de cicatrisation spontanée. Une fois qu'on a perdu son cartilage, ça débute d'usure et ça crée des lésions cartilagineuses focales, ce qu'on appelle des chondropathies. Et puis, si ça dissémine, ça évolue vers l'arthrose, une maladie globale de l'articulation. Donc, on a différentes façons de gérer ça. Soit on essaye de stimuler l'os sous-chondral, on fait ce qu'on appelle des perforations, des microfractures. En fait, on ne régénère pas vraiment le cartilage, on fait un pseudo-cartilage qui, malheureusement, n'a pas tout à fait les qualités mécaniques d'un cartilage. On peut essayer de stimuler avec les plasmas riches en plaquettes et maintenant les cellules souches. En fait, malheureusement, ça n'assure pas la repousse cartilagineuse, ça aide un peu à la trophicité du cartilage restant, mais pour l'instant, on n'a pas fait la preuve que ça permettait de reconstituer le cartilage. Les greffes autologues, la mosaïque-plastie, on en a parlé. Le problème, c'est le site de prélèvement. Quand vous opérez un genou, c'est assez facile de prélever sur le même genou, mais la zone à prélever ne permet pas de remplir des gros trous. Et puis, quand vous opérez une épaule ou un poignet, c'est quand même assez difficile d'aller prélever sur un genou. Donc, ce n'est pas des techniques qu'on utilise très souvent. Les allogreffes, on en a parlé. Donc, en France, on peut utiliser les cryo-conservés. Le problème, c'est que ça altère les chondrocytes. Donc, on apporte de l'os. S'il y a un gros défect osseux, ça marche, mais le cartilage qu'on apporte, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faudrait faire des allogreffes fraîches, mais vous voyez, c'est 15 à 30 jours de conservation. Et en France, c'est très difficile à faire. Techniquement, ça se fait comme ça. On taille l'os et le cartilage à la taille de ce qu'on va pouvoir mettre. On fait un énorme plot. Et vous voyez, il y a des ancillaires qui permettent de faire ça. C'est très joli à faire. Ça marche plutôt pas mal. Mais bon, c'est plutôt nos copains étrangers qui font ça. Après, il y a des cultures cellulaires. Il y a eu différentes générations. On cultive en fait des chondrocytes. Et puis, on va essayer de les poser sur l'os pour qu'ils viennent se coller à l'os. Actuellement, on est en 3e génération. On essaye de les poser sur des matrices cellulaires. La culture de
de chondrocytes, ça a commencé comme ça. C'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué, parce qu'on est obligé de faire une culture extemporanée dans un laboratoire. Donc, c'est assez lourd et ça demande 2 interventions espacées de 6 à 8 semaines. Donc, c'est des techniques qui ont quasiment disparu. Donc, aujourd'hui, on travaille sur l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer l'os, le cartilage qui est dessus et les cellules qui vont à l'intérieur, de les apporter par les cellules souches. C'est pour vous expliquer voilà, la démarche, vers quoi on évolue et vers quoi on arrive. Donc, c'est très complexe à faire, parce que c'est une structure tridimensionnelle qui est complexe à faire, mais il y a quelques options pour faire ça. Ça, c'est la seule truc qui est remboursé en France, c'est une membrane qui permet, après avoir fait des perforations, de venir couvrir la zone et d'attirer à ce niveau-là un certain nombre de cellules qui vont essayer de se différencier vers du cartilage. Voilà, ça a quelques indications, on n'en fait pas à la clinique, mais on a quelques indications pour le faire. C'est probablement quelque chose qu'on verra dans les mois ou les années à venir. Vous voyez par exemple là, une grosse greffe du centre de la rotule. Voilà, c'est quand même des gestes assez conséquents. Il faut avoir des gros trous pour faire ça. Et le futur, c'est l'association de tout ça. Donc, les cellules, on sait faire. On l'a fait avec la culture de chondrocytes. La substance fondamentale, le plasma riche en plaquettes, on sait faire. Là où on n'est pas très bon, c'est de faire une matrice tridimensionnelle et surtout sur cette matrice que les cellules viennent se coller et se différencient en cartilage. Je vous ai mis quelques éléments de documentation. Vous pouvez aller voir la banque de tissus de Clermont-Ferrand, c'est extrêmement intéressant. Les EFS, il y a toute la partie légale, notamment tous les textes de loi qui se rapportent à ça, et il y en a de nombreux. Et puis, il y a Maîtrise orthopédique qui a fait pas mal de trucs sur les allogreffes. Il faut avoir des codes pour aller sur Maîtrise orthopédique, mais si vous voulez, on peut vous les faire passer, ou en tout cas vous faire passer des articles qui vous intéressent. L'index est accessible en ligne. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour les questions. Vous m'entendez toujours? Oui. Alors là, je suis parti dans un truc un peu compliqué, hein, mais c'était un peu volontaire. Parce que le cartilage, on ne fait pas bien le lien entre tout ce qu'on fait. Tu peux nous donner le catalogue de prix, parce que finalement, le facteur limitant, c'est beaucoup le coût de ces techniques, enfin, en tout cas pour celles qui sont sophistiquées. Et est-ce que tu peux nous dire globalement quelles sont les catégories de prix, notamment pour les cultures de chondrocytes ou les… Une perforation, ça ne coûte rien. Et les cultures de chondrocytes, on a arrêté parce que c'était entre 40 et 50 000 euros par patient. Parce que ça nécessite une arthroscopie de prélèvement. Donc, le coût d'une intervention chirurgicale, même une arthroscopie, ça coûte quand même autour des 1 000 – 1 500 euros, tout compris. Après, il faut envoyer les cellules aux États-Unis. Elles sont cultivées pendant 6 à 8 semaines, le temps qu'on obtienne la concentration nécessaire. Retour des cellules, évidemment, dans des bonnes conditions. Il ne faut pas qu'elles meurent. Et après, on refait une intervention pour greffer, plus une rééducation. Si vous rajoutez le prix de l'arrêt de travail, tout ça, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et donc, aujourd'hui, ça pose 2 problèmes. D'abord, des problèmes de fiabilité. On n'a pas réussi, malgré des études, à montrer que on avait des résultats qui étaient satisfaisants. On a du mal à bien coller ces cellules sur l'os. Et la deuxième chose, c'est que le coût-bénéfice est quand même pas très en faveur. Alors ça peut changer un peu parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse prime à l'innovation dans la santé. Les orthopédistes, on ne sait pas encore trop emparer de ça, mais il faut savoir que dans la lutte contre certaines maladies orphelines ou dans la lutte contre certains cancers, aujourd'hui, on fait avec les cardicelles, c'est-à-dire les thérapies géniques, des cellules qui embarquent une modification du génome. Ils font des techniques qui coûtent jusqu'à 3 millions d'euros par patient aujourd'hui. En assistance publique, ils ont battu leur record le mois dernier, 3 millions d'euros pour traiter un cancer chez un patient. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va mettre 3 millions sur tous les patients, hein, mais des techniques qui auront des perspectives de développement, elles peuvent être encouragées, chose qui n'était peut-être pas le cas il y a encore 5 ans. Donc, le prix, c'est le prix d'une arthroscopie, 500 euros à 3 millions d'euros. D'autres questions, d'autres remarques?
C'est vrai que la greffe, c'est un sujet très vaste en fait que tu as survolé avec beaucoup de précision enfin, c'était très intéressant, mais presque chacune de ces techniques demanderait un petit topo pour bien l'appréhender, bien le comprendre. Je crois que ça, c'est pas mal hein, quand vous êtes en salle, de demander au chirurgien ce qu'il fait. C'est vrai que on a perdu un peu l'habitude de décrire nos techniques parce que ça fait longtemps qu'on les fait, mais voilà, si vous voyez une technique que vous ne voyez pas très souvent, de vous faire expliquer les principes, c'est quand même assez intéressant. Moi, je n'ai pas parlé de la chirurgie du rachis, mais en rachis aussi, hein, il leur arrive de greffer. C'est même une des difficultés de la chirurgie du rachis, c'est de faire consolider quand ils essayent de faire des arthrodèses. Je l'ai mis quelque part dans une diapo, mais on a un ennemi dans la greffe osseuse, c'est le tabac. Donc ça, c'est pour vous ou pour vos proches. Si jamais ils sont opérés d'une greffe, il faut absolument les faire arrêter de fumer autour de l'intervention, idéalement un mois avant et au moins dans les 3-4 mois qui suivent, parce que ça apporte une non-consolidation dans probablement plus d'un tiers des cas. Hein, donc c'est quand même très important. Donc il y a des pays où c'est interdit de greffer quelqu'un qui fume. Hein. En France, on n'en est pas encore là, mais je crois que ça ne va pas tarder à venir. Tout à l'heure, tu as évoqué de la bibliographie, donc jusque-là, on n'en avait pas parlé, mais pour ceux qui seraient intéressés par obtenir un ou plusieurs articles, par exemple de maîtrise orthopédique, on peut, par le biais de l'Académie des infirmières, enfin, par Diane Deplanque qui assure le secrétariat de cette formation, vous pouvez demander des articles et on vous les enverra. Et je pense que Maîtrise orthopédique, c'est un très bon journal parce que c'est très accessible, c'est assez varié. Euh, donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous demander un approfondissement sur un des sujets qui ont été évoqués ou n'importe quel sujet qui se présente au bloc, hein, d'ailleurs. Et Nicolas et moi, on pourra aiguiller Diane pour vous fournir une documentation adaptée, je pense. Là, j'en profite hein, pour… je vous ferai passer celui, par exemple, sur la Banque de Clermont. Ils ont fait un article assez didactique, c'est assez intéressant. Vous avez peut-être vu passer que vous avez été sollicité pour avoir le nouveau dossier médical personnalisé. Vous avez tous reçu ça sur vos boîtes mail, vous allez recevoir ça. Alors, sachez que si vous n'avez rien fait, vous allez l'avoir. C'est ça la nouvelle astuce, c'est qu'avant, il fallait le demander pour l'avoir. Maintenant, il faut demander pour ne pas l'avoir. Donc, on va être très nombreux à l'avoir, je pense. Et dedans, vous pouvez faire état de votre souhait vis-à-vis du don d'organes. Voilà. Théoriquement, en France, on doit pouvoir prélever toute personne qui ne s'est pas opposée de son vivant au don de ses organes. En pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On demande souvent aux proches. Mais si vous le stipulez, ça permet aux préleveurs, si vous finissez malheureusement dans le coma et que vous n'êtes pas réveillable, de prélever sans qu'il y ait besoin d'embêter votre famille avec ça. Ce sera votre décision et votre décision sera respectée, qu'elle soit positive ou négative. Vous pouvez même faire l'exclusion de certains organes si vous ne voulez pas donner votre os et vos ligaments parce que les orthopédistes, c'est décidément des sales cons et que vous avez passé assez de temps avec eux, vous pouvez l'exclure. Voilà. Bon, sur ces beaux mots sur les orthopédistes, on va peut-être laisser Pierre-Henri te dire un truc hein, quand même un peu plus optimiste et clore la session. Bien, merci Nicolas, merci pour ces deux topos en un. Ce soir, c'était le cadeau bonus. J'espère que ça vous a intéressé. Je redis comme les autres fois qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer des sujets de présentation qui pourraient être mis à l'ordre du jour au cours des sessions suivantes qui prolongeront ce programme de cette année. Merci à toutes et tous d'être connectés tard le soir le mercredi. Merci à Nicolas d'avoir préparé de façon très, très didactique ces topos. Je vous redis que toute source d'information et de bibliographie, on ne l'avait pas dit jusque-là parce qu'on n'avait pas évoqué ce sujet, et je crois qu'on peut essayer d'utiliser nos banques de données, celles qui nous servent à faire des topos, pour que vous ayez un peu de lecture, si vous le souhaitez, sur un sujet ou un autre. Et puis, on est aussi ouvert à la discussion sur d'autres moyens de partager
que ces soirées d'académie. Donc, vraiment, on a vraiment le souhait de vous proposer quelque chose qui soit vivant, moderne, valorisant et n'hésitez pas à le faire. Donc, Maintenant qu'on est bien rodé, on peut imaginer que sur des futurs topos, on travaille en binôme. Moi, voilà ce que j'ai fait sur l'arthroscopie, on aurait très bien pu le faire avec. Je l'ai fait avec Mathilde, qui m'avait aidé. Et puis, la dame de chez Striker, ça m'échappe, il est tard. Cécile. Cécile, ouais. Cécile. Ouais, qui s'est gentiment prêtée à l'exercice. Et en fait, j'ai découvert plein de trucs en faisant ça. Donc, quand on prépare les topos, on apprend plein de trucs. Et voilà, j'ai découvert aussi pourquoi de temps en temps certaines colonnes ne marchaient pas. Alors, je croyais, et en fait, je ne croyais pas. Je croyais pas bien. Voilà. Donc, on apprend plein de trucs en préparant des topos, ça c'est sûr. voilà. Et puis, si vous voulez qu'à la fin de la saison, on organise une réunion en présentiel avec un petit côté convivial après, dites-le nous. On peut y réfléchir avec Nicolas et essayer de trouver une date. Ça permettra de briser un petit peu la glace de l'écran Zoom qui peut être un peu frustrant par certains côtés. Donc là aussi, à mettre en débat tout ça. Bon, on Bon. reste à vous souhaiter une bonne soirée. À toutes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci.